Chahut Média. Dans les épisodes précédents. Under Pressure. Nina Simone s'installe en Suisse en été 76 et donne un concert sidérant au Montreux Jazz Festival le 3 juillet. Durant ce récital dingue, on l'entend qui réclame David Bowie, qui, ce qu'elle dit, compte parmi ses amis personnels et vit désormais dans la région. En effet, les deux s'étaient rencontrés à New York en 74 à l'issue d'un concert de David Bowie au Madison Square Garden. Et on dit que, par amitié pour Nina, il reprit la chanson Wild is the Wind en janvier 76, chanson qu'elle avait elle-même reprise à Johnny Mathis. À l'époque, Bowie vivait à Los Angeles. Alors pourquoi emménage-t-il en Suisse romande au printemps 76 ? On ne savait rien de cette histoire quand on a débuté nos recherches sur Nina Simone. Très vite, en parallèle, on a aussi essayé de reconstituer la trajectoire de David Bowie en Suisse. Première surprise, si le Thin White Duke a vécu dans le canton de Vaud plus de 20 ans, sa vie ici est littéralement passée à l'as dans la plupart des biographies qui lui sont consacrées. Pourquoi ? On a enquêté. Bienvenue dans cette série originale Chahut Média, Under Pressure, une création de David Brin-Lambert et Carole Harary. 4e épisode, David Bowie, un châtelain si discret et le marronnier. Are you there, David Bowie? David Bowie. David Bowie. Yes. Sur conseil d'un de ses amis, il avait contacté Claude, frappé à la porte de son bureau, en disant « Hi, I'm David ». Claude avait tout de suite vu que c'était David Bowie, évidemment. Thierry Amsalem, président de la Claude Nobs Foundation, directeur de Montreux Sounds, compagnon de Claude Nobs. Et puis, il lui a facilité le fait de s'installer rapidement en Suisse. Effectivement, il était en train de se perdre à Los Angeles, comme beaucoup d'Anglais, c'est-à-dire que c'est une sorte de miroir aux alouettes, mais c'était aussi quand même une des capitales de la drogue, puis à l'époque, c'était aussi une des capitales de l'occultisme, etc. Jérôme Soligny, auteur-compositeur, écrivain, journaliste, auteur de la biographie David Bowie, Rainbow Man, paru aux éditions Gallimard, 2020. Et Bowie est quelqu'un qui tombait volontiers dans certains panneaux ou qui se laissait attirer comme un aimant par des choses qu'il jugeait parfois un petit peu, non pas scabreuses, mais on va dire dangereuses, quoi. Donc il est tombé dans tous ces panneaux-là. Et puis, paradoxalement, même si une fois de plus j'aime pas parler de vie privée, mais alors que son mariage battait de l'aile, il est resté quand même, en tous les cas, moralement, certainement assez proche de NJ, pour lui demander qu'est-ce qu'elle pensait de ce qui pourrait être une sorte d'avenir géographique un peu plus safe, quoi. Alors revenir en Angleterre à l'époque, ça paraissait pas vraiment une option, mais par contre aller en Europe, c'est-à-dire n'importe quel pays sauf l'Angleterre, ça pouvait paraître une bonne idée. Et puis s'étant fait énormément escroqué par au moins 2 managers successifs dans les années 70, il est allé vers quelque chose où il savait que fiscalement c'était intéressant. C'est déjà aussi la même chose qui l'avait poussé, comme beaucoup d'anglo-saxons, à enregistrer en France dans les années 70. Donc le choix de la Suisse, qui semble bien avoir été suggéré par NJ, qui, si j'ai bien compris, y avait fait des études, paraissait relativement judicieux pour toutes ces raisons-là. NJ, c'est Angela Bowie, première épouse de David Bowie, de 1970 à 1980. Claude était vraiment son contact suisse qui pouvait résoudre tous les problèmes. Alors évidemment, il était au bénéfice forcément d'un forfait fiscal suisse qui lui interdisait de faire du revenu en Suisse. Donc il pouvait pas jouer de concert. C'est pour ça qu'il a fallu attendre qu'il rentre en Angleterre en 2002 pour qu'il fasse un concert pendant le festival. Puis Claude savait tout faire. Il savait
déceler tout ce que les artistes avaient besoin et il s'en occupait lui personnellement. Donc pour Bowie, Claude était un réel accompagnateur, ami, et qui en plus comprenait la musique. Je sais, comme tout le monde, que Bowie passait relativement pas mal de temps ou des soirées chez Claude Nobs, comme il en passait chez les Chaplin, tout ça, ce qui est tout à fait, ce qui ne m'étonne pas de la part de la famille Chaplin, c'est une famille artistique, donc forcément qui devait s'y trouver comme un poisson dans l'eau, mais avec Claude Nobs, qui était en plus très très porté sur la musique que David Bowie aimait depuis son plus jeune âge, en l'occurrence le jazz et la soul. Donc forcément qu'à mon avis, le courant a dû bien passer entre ces deux-là. Claude était plutôt genre artiste, enfin il agissait comme un artiste et pas comme un businessman, donc un homme d'affaires, c'était pas du tout Claude ça. Michaela Mettert, programmatrice au Montreux Jazz Festival. C'était pas sa nature c'était plutôt artistique, disons. Il était extrêmement respectueux et vraiment fan des artistes qu'il engageait. Il était tout émerveillé, donc je dirais que c'est ça qui faisait que les artistes avaient une relation particulière avec lui parce qu'ils se sentaient compris par lui plutôt que par des gens style management et rationnel, comptable. Avec eux, Claude était aussi fou qu'eux. Et David Bowie était vraiment enchanté. Comme vous le savez, le public suisse est très respectueux et puis n'agresse pas les grandes stars. Thierry Amsalem. Donc il a pu vivre de façon paisible, il pouvait aller faire son marché, et personne n'allait l'embêter. Et c'est ça qui lui a plu. Oui, parce que quand vous avez des hordes de paparazzi ou de fans qui vous courent après, ça devient un monde angoissant. Et quand vous êtes angoissant, vous êtes forcément moins créatif, je pense. On lui foutait la paix. Il y a aussi ça. C'est quelqu'un qui adorait, toute proportion gardée, la tranquillité. Mais attention. Jérôme Soligny. Comme vous devez le savoir, il a utilisé la Suisse comme une plateforme. C'est-à-dire que il y était, mais il en partait sans arrêt. Donc, et il y revenait. Je veux dire, il a jamais passé 50 jours de suite en Suisse. Mais par contre, effectivement, psychologiquement, quand il allait un peu se mettre dans la gueule du loup, c'est-à-dire dans les capitales de la musique que sont Londres, Los Angeles, New York, il adorait certainement cette électricité, mais finalement, il devait aussi bien aimer revenir en Suisse, puis aussi là pour le coup pour des raisons un peu familiales, puisque son fils y a fait une partie de ses premières études. David était assez secret, donc on le voyait au début des années, avant les années 80, il était un peu plus flamboyant, il sortait beaucoup plus et tout, mais quand il est arrivé en Suisse, il s'était bien assagi. Vicky Voca, collaboratrice de Claude Nobs au sein de WEA, studio manager de Queen, aux commandes du Mercury Phoenix Trust. Il était devenu très sage, il est devenu très studieux. Il s'intéressait énormément à l'art et on a eu des discussions interminables sur le dadaïsme, parce que c'était un féru de dadaïsme. Et c'était un homme qui était extrêmement cultivé. Mais il était très sage, au fond. Bowie était très... contrairement à d'autres artistes qui sont passés par Montreux, lui, il était plutôt très sage. Il s'était retiré. Je pense qu'il faisait une introspection. Il se remettait de tous ses excès aussi. Et là, en Suisse, contrairement à Los Angeles, si acrimonieux, l'air était doux, le paysage charmant, la société sereine. L'endroit que je nous avais trouvé était une maison de type coucou suisse, avec 7 ou 8 salles de bain, une loge pour le gardien et un terrain d'une 12aine d'hectares environ dans les hauts de Blonay. Cette maison avait même un nom, le Clos des Mésanges, et elle était plus que convenable. J'ai fait venir notre mobilier d'Oakley Street, Marion Skin, notre nounou, et Zoe, notre fils. On a emménagé et nous étions de retour dans la vraie vie. Ici, ce n'était pas une caverne de cocaïne. David a essayé de faire semblant d'aimer cet endroit, mais on pouvait lire l'horreur sur son visage. Ce n'était pas du tout son truc. Et c'est ce qui l'animait lorsqu'il vivait au Clos des Mésanges. La rancœur, le manque de communication, l'envie d'être ailleurs.
un extrait de Backstage Passes, Life on the Wild Side with David Bowie, une autobiographie de Angie Bowie avec Patrick Carr, Cooper Square Press, 1993. Faites demi-tour, puis tournez à droite sur route de Brent. On s'est trompé, c'est la toute petite rue. Ah, pardon. Alors attends, je vais tourner ici. Ouais, au bout. Attends, il faut laisser Aways le... Tournez à droite sur route de Brent, puis tournez à droite sur ruelle du Bourg-dessous. Donc ce sera celle-là. Et chemin de Sainte-Croix, ouais, tu t'engages. C'est la grande maison. Vous avez atteint votre destination. Ouais. C'est la grande maison sur la cour. Ouais, ce carré. On entre dans le chemin de Sainte-Croix. On est au cœur d'un petit village vaudois qui s'appelle Blonay, au-dessus de Vevey, avant de pénétrer dans Montreux et alentours, si vous voulez. On entre donc dans ce petit chemin qui tout de suite descend. Il y a un petit parc à gauche, fréquenté par une vieille dame avec son chien. Un calme absolument total. Aujourd'hui, on est en février, mi-février. Une après-midi exceptionnellement douce. Un grand soleil, un tout petit peu frais. C'est très agréable. Et on avance sur ce qui commence à être l'ex-propriété de Bowie. Donc un grand jardin qui est évidemment ceinturé de grillages. On peut voir des sapins. On peut apercevoir un petit peu le bout de ce jardin qui est assez vaste. On peut y mettre plusieurs chiens qui batifoleraient, par exemple. Une sorte de grande mare. Et le chemin fait une sorte de coude vers la gauche. Et puis là, on a des grandes grilles. Pas du tout majestueuses, plutôt même un peu gothiques, un peu menaçantes comme ça. Avec des pics. Et derrière se dresse ce que Bowie appelait le coucou suisse, à savoir la première résidence qu'il a occupée en Suisse romande. Alors, Amélina Pebaraï. Ça se passe dans les années 80. Ça se passe dans le village où j'ai grandi, qui s'appelle Blonay, qui est un village dans lequel on savait qu'il y avait une star qui habitait. Il y avait 2-3 comme ça grosses maisons dans le village, mais c'est ce côté un peu vaudois où on parlait pas trop. Et puis, en fait, parmi les enfants, on savait que à l'automne, on pouvait aller ramasser les châtaignes dans le jardin d'une star. Et puis, après, on savait que c'était David Bowie, mais moi, j'étais petite, je devais avoir... je sais pas, entre 8 et 10 ans. Donc David Bowie, c'était un concept, mais voilà, sans vraiment plus. Et puis, on allait sonner, on avait un peu peur parce que ça se disait, mais on savait pas vraiment si on allait le droit et tout. Donc la première fois, tu as un peu peur, tu vas sonner. Puis ce jardinier adorable, où on sonnait, et puis la première fois, tu dis, oui, il paraît qu'on a le droit de ramasser les châtaignes. Et puis super gentil, même il nous prêtait des râteaux, etc. pour ramasser les châtaignes. Donc on venait régulièrement ramasser les châtaignes chez David Bowie. Et une fois, tu l'as vu? Une fois, il y a une voiture qui arrive avec les vitres fumées et on voit la porte s'ouvrir et on continue à ramasser nos châtaignes et on voit cette silhouette qu'après j'ai associée à David Bowie en me disant « Ah mais oui, c'était lui », voilà, qui rentre chez lui. Et puis, tout d'un coup, on s'est regardé, on était 4 ou 5 enfants, puis on s'est dit « Ah, quand même, cette voiture, c'était quand même une grosse voiture avec des grosses vitres fumées, etc. » Ça devait être lui, ça devait être lui, ça devait être lui. Under Pressure. Going to have a word now with another living legend, really, David Bowie, who's in Switzerland. Are you there, David? Can you hear me? Hello, living legend here. How are you, living Good morning, legend? Tommy boy. How Good are you? morning. I'm very well. What's the weather like in Switzerland? Absolutely fantastic. I bet it is. How's it there? David Bowie était imprégné de ses personnages, quoi. C'était surréaliste, complètement avant-gardiste. Thierry Amsalem. Mais il était d'une très grande classe. C'est ça qui m'impressionnait. D'une grande gentillesse, d'un grand respect. Mais il était toujours dans ses mouvements fluides. Il traversait les pièces comme si c'était un ballon d'hélium, je sais pas comment. Sur coussin d'air. Coussin d'air.
Oui, le mot surréaliste, oui. Voir quelque chose de surréaliste, c'était voir Bowie avec son fameux regard. Il y a des gens qui n'arrivent pas à faire off, on voit toujours que c'est des artistes, et que, bah oui, parce que voilà. Ouais. Et puis lui, il pouvait, oui, je crois qu'il y en a pas mal qui peuvent éteindre. Lui, il pouvait, à mon avis, circuler parfaitement anonymement. Michaela Mettert. Une fois, il y avait ma mère qui était en train de faire des courses au supermarché. Elle était devant les congelés. Puis elle a dit, oui, est-ce que tu as quelqu'un de connu en ce moment au studio? Je dis, oui, oui. J'ai dit oui, parce que tu comprends, il y avait quelqu'un là, un petit, je pense que c'était Erdal, qui m'a conseillé sur quel poisson je devais acheter. Puis derrière, il y avait quelqu'un qui souriait comme ça, avec une espèce d'un bonnet, comme ça, on dirait un prof de ski. Je dis, d'accord, c'était beau, oui. Donc et pourtant, elle savait de quoi il avait normalement, mais enfin, est-ce que ça ressemblait tellement pas à son personnage de scène d'origine? Quoique là, il était déjà passé, il avait fini Ziggy, hein. Et puis après, bon, ma foi, il y avait Bowie qui prenait le soleil entre deux poubelles sur le parking, pas rasé. Et puis les gens l'auraient pas reconnu, ils pouvaient allumer et éteindre. Je dirais, un jour, avec Vicky, on était sur le balcon du bureau, puis on voyait en face le casino, et puis je dis, mais c'est pas David qui descend là, il avait l'air avec une mallette, avec un petit veston blouson cuir d'Odin, un pantalon flanelle bleu. Puis on s'est dit, mais on dirait un banquier, quoi, enfin un comptable comme ça. Puis en bas, il y avait visiblement une jeune fille qui avait une mini Austin Cooper qui n'arrivait pas à démarrer. Bowie a poussé sa voiture. Je pense qu'elle n'a jamais su qui c'était. Mais voilà, mais tout à fait rationnel, on pouvait très bien lui parler et travailler avec lui, réponse, machin, enfin... Bowie était, comme je disais, c'était quelqu'un de très secret, de très... Mais, Vicky Voca. Il pouvait aussi être surprenant. Lors d'une session, c'était pas celle-là, je crois que c'était un tout petit peu plus tard, dans les début des années 80, quand il était revenu à Montreux. Les fans ont découvert qu'il était au studio et tout d'un coup, on avait un attroupement de personnes devant le studio et on était inquiets parce que le management de Bowie, l'assistante de Bowie étaient des gens qui étaient très attentifs à son bien-être, à ce que les gens ne s'approchent pas trop, à ce que... Voilà. Et on a reçu donc un téléphone en nous disant faites attention parce qu'apparemment il y a plein de gens autour du studio, donc est-ce que vous pourriez essayer de vous en débarrasser? Et puis le temps que je descends du studio, de mon bureau, parce que mon bureau était de l'autre côté de la route pour voir ce qui se passe vraiment, il n'y avait plus personne. Et je rentre au studio et le studio était rempli de gens avec David Bowie qui leur faisait écouter la dernière chanson qu'il venait d'enregistrer pour leur demander leur opinion en disant est-ce que ça vous plaît? David Bowie, are you here, man? David, are you here? David. Are you there, David Bowie? Yes. S'il est un mythe tenace concernant David Bowie, c'est celui qui concerne la prétendue trilogie berlinoise, qui voudrait que les albums Low, Heroes et Lodger aient été enregistrés en Allemagne. Faux et archi-faux, selon Jérôme Solini, biographe officiel de David Bowie. En résumé, voilà ce qui s'est passé. À la fin de la tournée Station to Station, Bowie se retrouve à Paris, puis vient en Suisse un moment avec Iggy Pop, avant de regagner Berlin où ils enregistrent tous deux l'album The Idiot. En 76, Bowie débute les enregistrements de Low au Château d'Hérouville en France, puis termine le travail à Berlin. Vient Heroes, enregistré au studio Hansa de Berlin, mais mixé au Mountain Studio de Montreux, et enfin Lodger, enregistré à la fois au studio Record Plant de New York et au Mountain Studio de Montreux. Le Mountain Studio alors, un studio d'enregistrement flambant neuf, propriété du groupe Queen, dans lequel David Bowie allait enregistrer pas moins de 8 albums en 13 ans. Le studio est devenu propriétaire de Queen en 79. Ils sont venus enregistrer leur disque jazz qui ne s'appelait pas jazz. Enfin, on pense que l'inspiration est venue du festival de jazz parce qu'ils sont venus à Montreux après le festival.
en 78 et ils ont acheté le studio en 79 parce ils aimaient l'endroit. Enfin, ils aimaient bien l'endroit. Ils cherchaient un endroit où ils pouvaient aussi s'isoler pour enregistrer. Et le studio d'enregistrement, donc Mountain Studios, était parmi les meilleurs studios au monde à l'époque. Hein. Oh, c'était un lieu où on traînait. Oui, c'était effectivement un lieu où on traînait. C'était un lieu où on cherchait l'inspiration. Le studio était au casino, donc il y avait les bars, il y avait des restaurants, il y avait des discothèques. Les gens étaient là et sortaient ensemble. Enfin, continuaient. Ils vivaient quelque part. On vivait dans ce casino. Hein. Certaines personnes sortaient juste pour aller dormir parce qu'on pouvait tout faire. Hein. On rentre, ça sent le tabac froid. Mais à l'époque, tout le monde fumait. Ça sent le tabac froid. Les couleurs qui dominent, c'est un orange brûlé. On avait des rideaux qui étaient de cette couleur-là. Et il y avait un tout petit corridor qui menait dans la control room, qui est la régie. La régie où il y avait une desk Neve, qui est, je pense encore aujourd'hui, parmi les meilleures, hein, une 24 pistes. Ensuite, on partait à gauche, il y avait un escalier et le studio d'enregistrement à proprement parler était à l'étage. La pièce où les gens enregistraient était reliée avec la régie par un circuit de caméra. C'était assez bizarre parce que normalement, l'ingénieur du son est séparé par une vitre avec les artistes qui facilitait la communication. Toutefois, ce qui était intéressant au Mountain Studio, c'est que justement, du fait que les artistes se retrouvaient à l'étage, séparés, il y avait une intimité. Je pense que ça contribuait pas mal à ce qu'on ait un son qui était très, très particulier. David Richards, qui était l'ingénieur du son Mountain Studios, avait eu l'idée de demander au casino de nous prêter une de leurs salles. On l'a câblée depuis le studio. On enregistrait là, la plupart du temps, la batterie. Ou alors vraiment, AC/DC par exemple, enregistrait tous les guitares dans cette salle du bas. Et on avait un son qui était un son live. À l'époque, 85, 86 je pense, j'étais adolescent. Puis avec les copains, on fouillait le casino dans tous les sens pour arriver à y rentrer, notamment pendant la Rose d'Or, où il y avait toutes les stars des hit parades de l'époque. Grégoire Nappet, rédacteur en chef adjoint, Le Temps. Et on ouvre la porte du Mountain Studio qui donnait sur le parking à côté. On arrive à passer et David Bowie qui était devant la table de mixage en train de bosser, quoi. Puis il y avait des ingénieurs à côté et on a demandé des autographes et puis alors il s'est levé, il a dit venez, on les laisse travailler. Il est sorti avec nous et puis sur ce côté où il y avait les camions qui se garaient, etc. Et il a passé 2 secondes avec nous, il nous a signé. Moi j'avais un agenda scolaire avec la signature, c'est tout ce que j'avais comme papier sur moi. Ici on a dit Heroes 1976, mixé au Mountain Studio de Montreux. Ladder 1979, dernier volet de la prétendue trilogie berlinoise, en partie enregistré au Mountain Studio. David Bowie n'a jamais parlé publiquement de sa vie en Suisse. Et comme on l'a vu, ces 2 décennies d'existence passées près du Léman ne sont que furtivement mentionnées dans l'ensemble des biographies qui lui sont consacrées. Et la chose curieuse, lorsqu'on se souvient que Bowie a enregistré 8 albums au moins ici, dont 2 énormes cartons, Under Pressure avec Queen en 81, Let's Dance avec Nile Rodgers 1983. Dans le prochain épisode de cette série, on va justement s'intéresser aux conditions de conception de ces 2 énormes succès commerciaux, tous 2 façonnés au Mountain Studio de Montreux. C'était Under Pressure, une création chez Media. Interview et réalisation David Brun-Lambert et Carole Harari. Lecture et doublage Antonin Schopfer et Chloé Lawson. Prise de son studio Alan Mantilleri. La musique originale est de Superpose.
Musique additionnelle et sound design par Lily Bartou. Traduction Marushka Vidovic. Et création graphique Ramon Vallet. Merci à toutes celles et tous ceux qui nous ont aidés durant les mois qu'ont duré cette enquête. Et une salutation toute particulière aux soutiens sans lesquels cette série n'aurait pu exister. Commune de Montreux, Ville de Nyon, Fondation philanthropique de Famille Sando, Fondation Ernst Gönner. Mais aussi, merci à nos partenaires, Le Temps, Montreux Jazz Artist Foundation, la Claude Nobs Foundation, EPFL, Meta Media Center. Vous pouvez retrouver tous les épisodes de Under Pressure sur le site de Chahut Média, chahut.ch, et sur l'ensemble des plateformes de diffusion de podcasts. Si vous avez apprécié cette série, dites-le nous avec des étoiles et surtout, merci de la partager.